bonjour à toutes et à tous et merci au président Denis Verdier, directeur Olivier Mérien et à toute l'équipe de l'ICV de m'avoir invité à présenter effectivement rapidement des études, des résultats qui posent beaucoup de questions, qui apportent des éléments, mais qui posent aussi beaucoup de questions sur les perspectives d'avenir pour les vins bio en France et en région. En réalité, vous allez voir qu'effectivement, je vais essayer de vous présenter deux études successivement. Une qu'on a réalisée au plan national d'abord, avec la commande de France Vin Bio et toujours avec l'appui de l'équipe prospective de France Agrimaire. Et puis une en région, qui est une forme de déclinaison de cette première étude. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on va raconter des histoires, on va essayer de se mettre face à des perspectives possibles, ce qui est le but de la prospective. Je vais essayer de vous rappeler un peu en deux mots. Le but de ma présentation d'aujourd'hui, c'est effectivement d'abord de préciser un peu la nature, les apports de ces exercices. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas deviner l'avenir, je ne vais pas faire croire qu'on sait deviner ce qui va se passer demain, mais on va quand même travailler sur la base de scénarios d'avenir qui sont identifiés, que je vais vous livrer. En réalité, ils sont présents dans deux documents que vous avez dans vos pochettes et auxquels je fais référence, mais là, ce n'est pas la peine de vous y référer tout de suite. J'espère que ça vous donnera éventuellement envie de les lire, d'en prendre connaissance, mais je vais vous donner un peu la substantifique moelle de ces scénarios. Et puis surtout, je vais essayer de vous expliquer quel usage on peut faire de ces scénarios. En réalité, il y a deux véritables usages de ces scénarios. Le premier, c'est sans doute de dégager des pistes stratégiques qui sont ouvertes sur la base de ces histoires. Désolé, je vais vous parler d'histoires qui sont même pas vraies. Ces histoires d'avenir, elles ne sont pas vraies, parce que sinon ça voudrait dire que je sais deviner l'avenir. Elles ne sont pas fausses non plus. Est-ce qu'elles sont probables? Elles sont peut-être probables, mais elles sont peut-être improbables. La réalité, c'est qu'elles sont possibles. La difficulté en prospective, c'est de tracer des histoires, d'écrire des histoires qui sont pertinentes, qui sont plausibles, qui sont possibles. À partir de là, vous allez voir que ça peut nous faire réfléchir à des avenirs qui ne sont pas écrits et, comme le rappelait très bien Christine, qui nous permettent d'envisager un avenir plutôt construit que plutôt subi. Alors, pourquoi effectivement plusieurs scénarios? Plusieurs scénarios d'abord parce que à l'avenir, pour un avenir à 10, 20, 30 ans, personne ne va vous faire croire qu'il connaît aussi bien l'avenir qu'on peut essayer d'envisager quel temps il va faire demain. On n'est pas dans le domaine de la prévision, on est vraiment dans une posture d'envisager plusieurs scénarios possibles. La deuxième raison, c'est que ça ne serait peut-être pas très souhaitable, finalement, d'imaginer que l'avenir, il est écrit pour 2030, pour 2040, pour les vins bio. Nous, la posture qu'on a, c'est de penser qu'il n'est vraiment pas écrit et qu'il va dépendre beaucoup des stratégies qu'on va mettre en place collectivement, des entreprises comme celle-ci, qui sont capables de prendre des initiatives, de rebondir sur les opportunités comme ils l'ont fait il y a 20 ou 30 ans, d'accélérer au bon moment, de faire parfois des erreurs collectivement avec Sud Vin Bio qui est à l'origine de ces prospectives et avec France Vin Bio. Dans ces collectifs, il y a moyen d'influencer l'avenir. Et sur la base de représentations, de films qu'on peut se faire et qui ont une qualité, peut-être la seule, c'est d'être des histoires possibles, pertinentes et finalement dont il ne dépend que de nous de les voir se réaliser ou pas. Et c'est à ce moment-là que finalement ces histoires commencent à ressembler à des supports de stratégie pour influencer l'avenir. C'est ce que je veux vous montrer. La première étude dont on va parler, c'est la diapositive suivante. Donc, juste pour vous illustrer ça, vous voyez la différence dont je vais vous parler, c'est bien de prospective. La différence entre une prévision et une prospective. La prévision, c'est de prolonger les tendances. C'est ce que la météo vous donne quand elle vous donne le temps de demain. Elle vous dit, compte tenu des modèles robustes dont on dispose, à court terme, à demain, toutes choses égales par ailleurs, on a une idée du temps qu'il va faire probablement. Personne ne va vous faire croire ça, en tout cas ne croyez jamais quelqu'un qui va vous dire « j'ai une idée de ce qui va se passer dans les 20 ans pour les vins bio » ou pour toute autre chose. La diapo suivante, voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est éclairer des avenirs possibles sur lesquels on va bâtir des stratégies. Et puis, ces scénarios, ne croyez pas que c'est simple à mettre en place, à construire.
on les construit sur la base de tendances lourdes, mais aussi de signaux faibles, c'est-à-dire de petits indices aujourd'hui de changement dont on est capable de voir peut-être qui nous annoncent certains effets sur l'avenir. Faire de la prospective au plan national, c'est évidemment, diapositive suivante, c'est d'abord envisager tous les aspects du bio. Le bio, ce n'est pas qu'un problème de producteur, qu'un problème de coopérative, c'est aussi un problème de distribution, on l'a vu, mais aussi de formation, de technologie, de sol, d'environnement, d'autres labels environnementaux, comme le HVE dont on parle beaucoup aujourd'hui, de marketing, de consommateurs, on l'a vu ce matin. C'est du bio, mais c'est du vin, c'est à la confluence entre les deux. Et puis, c'est de l'amont, c'est de l'aval, bien sûr, et c'est aussi de la confluence entre du bio et du conventionnel. Tout ça va frotter et nous met dans une certaine perplexité qu'on essaie, au contraire, de rationaliser. En essayant de bâtir des hypothèses, dont certaines seront d'ordre du contexte général, comme le changement climatique, la crise économique, les politiques de santé par rapport à l'alcool, on l'a évoqué avec Pascal Ebel ce matin, la filière vin particulièrement, avec des spécificités, la partie viticulture et vin biologique spécifique, avec ce qu'on appelle parfois des chapelles, notamment les gens qui vont faire plus bio que le bio, hein, l'évolution de la demande, l'évolution des surfaces, et puis, in fine, les aspects vin bio qui dépendent à la fois du devenir de la filière vin et du devenir de l'agriculture et des produits biologiques en général, comme l'a rappelé Florent Gull ce matin également. Tout ça constitue finalement des variables, des hypothèses sur lesquelles on peut imaginer, vous voyez, pour chacune, qu'il y a un changement climatique important ou au contraire pas important. On peut imaginer que les attentes du consommateur, elles sont plutôt vers l'environnemental ou plutôt pas. En tout cas, on peut retourner de ces hypothèses-là. Et très franchement, je vous ai dit que dans nos groupes d'experts, dans lesquels d'ailleurs je remercie Jean-Fred Coste, qui a fait partie de notre équipe de groupes d'experts, et bien d'autres, on a imaginé toutes les solutions possibles et on a essayé de sortir des histoires pertinentes à partir de ça. La première histoire, vous voyez, diapositive suivante, par exemple, eh bien, on va là avoir l'hypothèse d'une intensification du changement climatique. Et puis des rendements vitis en bio qui restent faibles. Et puis une réglementation bio qui est élargie. Finalement, on pratique des bio qui sont de plus en plus de produits et techniques autorisés. Mais une montée en puissance des labels environnementaux dans un contexte de lutte anti-alcoolique. Vous voyez, tout ça, eh bien, on a imaginé des histoires dont la seule garantie qu'on a à peu près, c'est qu'elles sont possibles. Et ça nous donne 5 grandes histoires que vous trouvez dans les fascicules, là, et donc je vais vous donner à peu près, finalement, les grandes lignes. La première, celle-ci, qu'on appelle la filière vin bio, essaie de survivre. Vous voyez, alors ça, le super-héros, ça serait éviter le super-zéro, plutôt. Hein. Là, c'est peut-être pas un scénario qui est très favorable. Diapositive. C'est celle qui va nous dire, finalement, que dans cette situation, eh bien, on a une situation, un contexte qui est extrêmement défavorable, une situation macroéconomique difficile, Pascal Ebel le rappelait tout à l'heure, on a un contexte de crise économique. Dans ce cas-là, l'environnement, la santé, ça passe un peu après, il faut d'abord commencer à manger. On a des effets du changement climatique importants. Et puis, en interne, la filière bio, elle est inflexible sur ses fondamentaux. Ses principes philosophiques, elle dit, désolé, moi, je ne change pas. Si on est bio, il y a une certaine philosophie, on va être respectueux. Alors évidemment, là, on est un peu coincé entre un environnement très, très pressant et puis des convictions très fortes. Et là, on voit la filière bio qui voit son marché, ses surfaces s'effondrer. Alors, elle ne s'effondre pas complètement, elle survit avec des doubles actifs, elle survit avec des néo-ruraux qui arrivent avec des capitaux qui sont capables de renflouer tout ça. Mais vous voyez que c'est une situation qui n'est plutôt pas très florissante. Donc, si on faisait varier toutes les hypothèses encore dans un autre sens, on trouverait sur un deuxième là, je vous fais grâce des variations de toutes les hypothèses, mais celle-là, elle va nous raconter une autre histoire qu'on va appeler la filière réduite au segment premium, mais vin bio santé. C'est-à-dire qu'on a aussi un contexte qui est plutôt contraignant, un contexte macroéconomique difficile, une réglementation contraignante, des impasses techniques qui confrontent le bio vraiment à des difficultés que les producteurs ici connaissent bien, mais qui persistent. Mais malgré tout, il y a le changement climatique, finalement, le changement climatique qui pèse sur tout le monde, sur les bio et les conventionnels, donc qui finit par réduire le différentiel, notamment de rendement entre les deux façons de produire. Et
en tout cas, ce qui se passe, ce qui est très important là-dessus, c'est que les autres labels environnementaux, on parle du HVE en particulier, mais peut-être d'autres, là on n'est pas rentré à ce niveau de détail, eh bien, le vin bio a du mal à s'imposer comme un label de garantie environnementale. Qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, il lui reste le côté santé. Il insiste beaucoup, à la lumière de tout ce qui a été apporté ces dernières années, et parce qu'Annabelle a bien montré ce matin l'influence du sang. Eh bien, le sang soufre, le sang sulfite, le sang résidu, bah, tout ça devient finalement le terrain de jeu de crédibilité du bio qui s'impose sur ce segment, plutôt premium, donc réduit, un marché qui peut se payer ça, mais qui va le chercher pour répondre à des attentes de moins de résidus, moins de soufre, et sans sulfite et sans allergènes, sans ingrédients ou additifs réputés dangereux pour la santé. Un troisième scénario, alors ça serait plutôt un super-héros, super phénix, parce que là, on a un contexte aussi particulièrement hostile. Vous voyez que ce n'est pas impossible tout ça. Quand je vous dis c'est possible, avec une crise économique, une forte pression anti-alcool des autorités de santé, ce n'est pas complètement impossible, ce n'est pas complètement de la science-fiction. Un impact sévère du changement climatique, une restriction continue du nombre de molécules utilisables, ce n'est pas de la science-fiction que l'on raconte là. Mais là, ce qui se passe, c'est que tous les vins à indication géographique, donc les AOP, les IGP, que vous connaissez bien, qui font quand même 93% de la production en France, eh bien, ils se disent, de toute façon, on ne peut pas rester sur le bord du chemin avec ça. Eh bien, nous, on va s'y mettre énormément sur le bio. Et finalement, il y a une convergence qui se fait. Et là en prospective, on ne s'interdit rien. On a inventé qu'à ce moment-là, dans le cadre de l'INAO, qui gère d'ailleurs les AOP, les IGP et le bio, eh bien, on invente un concept, indication géographique bio. Finalement, le bio, l'indication géographique, ça devient un label dans lequel les indications géographiques ont fait attention à être le plus conforme possible au bio. À ce moment-là, la philosophie bio, les références bio se sont développées, mais le bio en soi, en tant que signe de différenciation, finalement, disparaît. Il n'existe plus. Il s'est fait absorber par les indications géographiques. Mais dans ce contexte-là, il y a des gens qui disent « Non, franchement, là, on s'est fait avoir, ça va pas du tout, c'est pas exactement le bio dont on rêvait. » Et donc, il y a des chapelles un peu innovantes là, qui disent « faut aller de l'avant » et qui refusent l'assimilation entre le bio et l'indication géographique et qui veulent finalement rappeler quand même des principes un peu plus absolutistes et en s'interdisant toutes les innovations techniques, mais à ce moment-là, ils se marginalisent un peu. Mais c'est à partir de ce noyau que renaît finalement une filière bio plus, en tout cas plus bio que l'ensemble des indications géographiques. Ceci pour cette troisième histoire. Vous voyez, ces scénarios qui sont un petit peu quand même assez différenciés. On va voir qu'est-ce qu'on peut en faire comme usage. Quatrième, la filière vin bio gère sa rente de situation. Alors là, on est dans une situation où on a une filière qui est devenue référente environnementale. Les pouvoirs publics l'aiment bien, elle correspond bien aux attentes des consommateurs. On trouve qu'elle répond bien à ce qui a été présenté ce matin comme les attentes consommateurs. Elle est bien identifiée comme une voie de résistance au choc climatique, notamment. Le bio permet de résister au choc climatique, au changement climatique. Elle est reconnue par les instances du vin, elle est soutenue par les pouvoirs publics. D'ailleurs, aujourd'hui, les instances, les gens du bio ne sont pas très bien représentés dans les institutions. Et là, dans ce cas-là, on a modifié les règlements intérieurs et les organisations pour faire davantage intégrer les représentants du bio dans ces institutions. De sorte que la filière vin bio contrôle assez bien son développement et elle cherche à protéger sa différence, son différentiel qui fait un signe de différenciation qui garantit la valeur. On parlait tout à l'heure de la répartition de la valeur dans la filière, elle dépend beaucoup de la capacité à faire reconnaître une différence. Et bien, cette différence, elle est gérée. La filière vin bio se dit qu'il faut qu'on gère cette différence. Et d'ailleurs, elle crée un outil de pilotage économique, technique, qui lui permet de toujours être plus bio que le reste. Et du même coup, en gérant également le développement quantitatif de son vignoble et de sa production, en intégrant, mais avec parcimonie, les avancées de la recherche, elle a toujours une longueur d'avance, donc un prix, une reconnaissance de valeur plus importante, qui repose sur le fait que, finalement, elle ne rêve plus du tout à ce que toute la viticulture devienne bio, elle rêve que les bio gardent de la valeur ajoutée. C'est une quatrième histoire. La cinquième et dernière histoire qu'on a formalisée, c'est celle qu'on
appelle non plus la filière bio gère sa rente de situation, mais la croissance quantitative assumée. Dans ce cas-là, on peut dire que la vitiviniculture bio, qui était pendant les années 80, 90, peut-être une niche, un marché de niche, où les militants producteurs parlaient aux militants et vendaient aux militants consommateurs, eh bien, là, elle s'est plutôt imposée, là encore, comme un contre-modèle agricole. C'est plus du tout l'indication géographique qui a régné pendant presque un siècle sur la viticulture française qui domine le jeu. D'ailleurs, on voit bien dans les groupes de mots là, qui ressortaient que l'origine sort peut-être moins qu'avant. Et par contre, les valeurs du bio ressortent très fort. Les gens du bio souhaitent que se généralisent ces modèles. Et dans un contexte où le vin est devenu un produit finalement agro-industriel comme un autre, le bio fait valoir ses capacités de respect de l'environnement, de respect de la santé des consommateurs, de sa capacité également à s'opposer ou à s'adapter au changement climatique en tout cas, et peut-être aussi à limiter les effets donc les gaz à effet de serre. Et pour cela, il est soutenu par les pouvoirs publics, et donc la filière bio accepte des pratiques qui n'était pas tout à fait dans son ADN au départ, mais qui lui permet de s'adapter au marché. Le marché veut du bio, eh bien, il suffit de modifier un peu les règlements, il suffit d'adapter des pratiques. Alors bien sûr, pas n'importe quoi, on va pas adopter des OGM. Quand on est bio, ça ne va pas. Mais on peut adopter quand même des pratiques physiques dont on pense qu'elles ne dénaturent pas le produit, et en tout cas qui permettent de répondre à la demande. Et à ce moment-là, on a une vraie croissance du bio, croissance quantitative conséquente, avec peut-être des problèmes par contre de valorisation, de prix qui vont se poser, parce que la grande distribution voudra peut-être acheter à ce moment-là peut-être le bio au prix du conventionnel, c'est possible. Mais en tout cas, on a moins la maîtrise que dans le scénario précédent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces scénarios-là? Ni vrai ni faux, ni probable ni improbable. Eh bien, c'est là où, vous voyez, une fois que ces histoires sont racontées, là je les raconte évidemment en 5 lignes, elles existent en 2 ou 3 pages dans les documents qu'on vous a distribués. Elles existent sur le site également, sur France Agrimaire, qui nous aide à éditer ça. On y réfléchit collectivement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a fait ça donc, au printemps 2017 avec l'initiative de France 20 Bio. Et puis, eh bien, vous voyez, on identifie les enjeux et conséquences. On travaille collectivement sur chacune de ces histoires, dont l'intérêt déjà, c'est d'associer toutes ces hypothèses qui sont possibles, leur enchaînement est possible. On réfléchit aux enjeux et conséquences en termes de prix, de valeur, de développement des surfaces, etc. Et puis on se dit, eh bien, on doit pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer, mais au fond, quelle histoire on veut et quelle histoire on ne veut pas. À partir de là, on peut commencer à construire son avenir. Diapositive. Et, non, celle d'avant. Merci. Les 5 attitudes possibles, vous voyez, vous reconnaissez les 5 scénarios-là. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Prenons-le de la droite vers la gauche. Bon, on peut se dire cette histoire, bon, franchement, elle ne m'évoque rien, sans intérêt. J'espère que c'est rare. On peut se dire cette histoire, elle ne m'évoque pas grand-chose, mais quand même, on va mettre des petits lieux de vigilance chaque année pour voir si par hasard l'avenir ne va pas dans ce sens-là. Plus intéressant, on peut se dire cette histoire-là, franchement, je ne suis pas sûr qu'elle va se dérouler, mais si elle doit se dérouler, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Ça, en général, ce n'est pas ridicule d'anticiper l'avenir, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Encore plus intéressant, on peut se dire cette histoire-là, au fond, si j'en veux, proactivité positive, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se déroule comme ça? Plutôt que d'aller prier dans son coin, ça n'empêche pas de prier si on croit à quelque chose, mais en tout cas, s'organiser pour essayer de favoriser, d'influencer l'avenir, c'est ça l'objet de la prospective. Et de la même façon, si cette histoire on n'en veut pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle jamais se déroule comme ça? Eh bien, les résultats, dans cette session de travail dans laquelle il y avait quelques dizaines de participants, tous impliqués sur le bio, tous intéressés par le bio, eh bien, vous voyez ce que ça donne. On a, le bio essaie de survivre, personne dit ça serait l'idéal. Effectivement, ce que j'ai appelé super zéro, c'est normal. Et on a plutôt des gens qui disent qu'il faut s'organiser pour aller contre ce scénario. Très bien. La filière réduite au segment vin bio et santé. Il y en a quelques-uns qui diraient que ça serait peut-être pas mal, mais un tiers qui dirait non, ça franchement, il faut s'en départir également. Mais il faut peut-être se préparer au fait que ça pourrait se passer. Vous voyez, 31, 28, 25, ça finit par faire du nombre. Presque 80% des gens qui diraient ça pourrait bien se passer, il faut faire en sorte que ça ne se passe pas et en tout cas s'y préparer. De la même façon, le phénix a disparaître pour renaître.
c'est pareil, c'est des choses qui peuvent faire presque 80%, de dire, à part les 11% qui disent que ça serait pas mal, finalement, eh bien, il y en a 80% qui disent qu'il faudrait plutôt s'en départir, et s'en méfier, et puis faire en sorte de s'y préparer. Mais vous voyez que le monde est séparé aussi entre ceux qui se disent, finalement, que les bio vivent bien, qui gèrent leur différentiel, un peu plus de la moitié, presque 50-60%, et puis les autres qui se disent, ce n'est pas le débat, il faudrait surtout que toute la France viticole devienne bio. C'est deux scénarios qui sont différents, donc deux stratégies qui sont différentes. D'autant qu'évidemment, une fois qu'on a passé quelque temps à se mettre, à d'abord faire l'état des lieux sur les différentes perceptions, les différentes sensibilités, eh bien on dit aux gens, très bien, vous avez dit que vous souhaitiez que ça, on arrive à gérer... Non, revenez, s'il vous plaît, merci. Le rang de situation, comment on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles actions on met en place? Vous voyez, c'est comme ça que des scénarios ni vrais, ni faux, ni probables, ni improbables deviennent des sacrés moteurs de stratégie. C'est ça qui est intéressant. Alors, scénario suivant, diapositive suivante. À tout seigneur, tout honneur, cette initiative nationale était en fait une idée au départ de Sud-20 Bio, au plan régional, qui a été d'accord pour dire regardons d'abord au plan national et puis regardons au plan régional ce qui pourrait passer. Donc je vais passer très vite là-dessus, maintenant que vous connaissez bien comment ça marche une prospective, mais là encore, un document que vous avez dans vos pochettes et qu'on a sorti l'année dernière, s'il vous plaît, voilà, qui a été un croisement finalement entre deux prospectives qu'on avait faites, une sur la filière vin en Languedoc-Roussillon il y a quelques années, et puis cette fameuse prospective bio que je viens de vous présenter il y a 2 minutes. Et on a sorti 4 scénarios, que je vais vous présenter rapidement maintenant, à partir de différentes hypothèses. Vous voyez que là, on est parti d'hypothèses sur les vignes-vins en Languedoc-Roussillon, les problématiques d'irrigation, etc. Des vins bio Languedoc-Roussillon, le contexte général. On décompte le temps de faire tourner les diapos. Des questions Non, le temps des diapos. Je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Merci. Il faut aller très très vite, là. Voilà. Donc, vous avez très vite 4 scénarios. Un qui montre que les vins bio peuvent s'affirmer sur 2 grands segments, un segment des indications géographiques et un segment du vin agro-industriel à fort rendement. Diapo suivante. Un autre scénario, vous pourrez prendre connaissance, qui montre que le vin bio devient le modèle environnemental qui positionne le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon devient le vin bio, et le vin bio, c'est vraiment l'apanage du Languedoc-Roussillon, auquel les autres signes, finalement, s'assujettissent. 3e scénario, le vin bio se réfugie sur les AOC et en coteaux, alors qu'il laisse plutôt la production de masse, qui n'est pas en AOC et qui ne peut pas produire en bio. Le vin bio devient un signe de différenciation qui se marie assez bien avec les AOC en coteaux. Et puis le dernier, là aussi un peu super zéro, le vin bio qui se replie sur un marché de niche. Vous voyez, 4 scénarios aussi très, très différenciés. Diapo suivante, qu'est-ce qu'on a fait là encore, même le 10 juillet dernier? Eh bien, on s'est réunis à Saporta avec tous les gens de la filière qui se sentaient intéressés par ces questions. Merci. Et là, vous voyez, le vin bio qui s'affirme près de 50%, le vin bio modèle environnemental Languedoc-Roussillon près de 70%, alors que les gens, évidemment, refusent plutôt le marché de niche, ça, c'est pas une surprise, mais dont ils ont vu que c'était un scénario possible et qu'il va falloir lutter, sinon ça devient un scénario possible, plausible, et le vin bio qui se replie sur les coteaux, là non plus, on n'en veut pas vraiment. Dernière diapo, s'il vous plaît. Vous voyez que l'idée derrière tout ça, c'est de vous rappeler que l'avenir n'est pas écrit, que véritablement, on est à la croisée des chemins aujourd'hui, et que la prospective, ça sert non pas à faire croire qu'on est capable de deviner l'avenir, mais à s'organiser collectivement, à se mobiliser, parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de maîtriser collectivement, par des stratégies adaptées, sur la base de ces histoires possibles, une maîtrise de l'avenir par des stratégies soit réactives, vous l'avez compris, soit proactives. Je vous remercie de votre attention. Merci Hervé Hanin pour tous ces éléments qui vont nous permettre de mieux cerner l'avenir et le présent aussi, les décisions à prendre actuellement pour orienter l'avenir. Merci. Oui, ça marche. Marc Chauvelin de l'ITAB. Il y a 2 ans, je crois, si ce n'est peut-être 3, IFOAM a sorti aussi des prospectives sur ce que pourrait être l'agriculture biologique et non pas que la filière vin au niveau mondial. Donc,
comment mettre en perspective ou en rapprochement les scénarios proposés, que ce soit au niveau national ou au niveau Languedoc, avec les scénarios d'IFOAM sur l'agriculture bio au niveau mondial? Alors, d'abord, vous faites bien de remarquer, on l'a vu ce matin, c'est parfois difficile de plaquer des réalités de la filière bio, de l'agriculture biologique sur la viticulture biologique. Il y a des spécificités viticoles, vous avez raison. À chaque fois qu'on fait un travail de prospective, là j'avais peu de temps, vous avez remarqué que j'essaie d'aller vite, mais vous imaginez qu'on passe beaucoup de temps, au contraire, là, avec des experts, avec des producteurs, avec des gens de toute nature, avec de toute sensibilité, et puis surtout on fait une biblio. On fait une bibliographie sur tout ce qui existe, on essaie d'en retirer des matières à hypothèses qui vont permettre d'organiser des scénarios. Donc on a pris en compte des choses qui sont sorties dans la littérature, sur l'agro-bio, sur l'international, sur plein de choses. Et l'idée, comme ce n'est pas de la prévision, c'est surtout de multiplier les approches et de réfléchir à différentes histoires. Donc voilà, on essaie de prendre au maximum en compte ça, mais ça ne se recouvre pas complètement, puis à la limite, ce n'est pas très grave, puisque l'idée, c'est plus il y a de scénarios, plus il y a de matière à réflexion. Voilà. Une autre question rapidement. Je voulais savoir, parmi tous ces scénarios, si vous aviez fait des calculs ou des études de probabilité que des scénarios émergent plus que d'autres. Alors, non, par définition, non, parce que je suis passé un peu vite là-dessus aussi, mais autant quand on fait de la prévision, franchement, votre question, elle est absolument importante. D'ailleurs, maintenant, les bulletins météo disent demain, il va faire telle température avec un degré d'incertitude. Sinon, ça n'a pas de sens. Et on voit que ce degré, d'ailleurs, ça devient de plus en plus incertain si on passe à la semaine prochaine ou dans 15 jours. En matière de prospective, on veut surtout pas faire croire, d'abord, qu'on sait calculer ce genre de choses, parce que si quelqu'un vous fait croire ça, surtout vous le chassez vraiment définitivement de votre entourage. On ne sait pas faire ça. Mais la vraie raison, c'est pourquoi on ne sait pas faire ça, c'est que ça dépend sans doute de l'environnement. Comme la météo dépend beaucoup des nuages qui sont déjà présents aujourd'hui, mais ça dépend aussi beaucoup, et c'est notre hypothèse forte, de notre capacité de mobilisation, de notre compréhension des choses et de notre envie de se mobiliser pour faire émerger un scénario, pour bloquer un autre, et notre capacité de compréhension mutuelle des mêmes choses, de mobilisation. Si on se retrouve à 5 dans une salle qui ne pense pas la même chose, ou si on se retrouve à 200 et qu'on arrive à convaincre les pouvoirs publics, ça change tout. C'est la raison pour laquelle, à aucun moment, on va utiliser de probabilité ou de faire croire qu'on peut probabiliser ces scénarios. Merci.